Crutzen, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BAM. Merci. On est très honorés. Vous êtes le réalisateur du documentaire « Ceci n'est pas un complot » qui est sorti sur le web ce samedi 6 février. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours? Qui vous êtes? Qui je suis? Je suis né à Verviers et donc j'ai grandi dans un milieu, je vais dire, un peu provincial. Et j'ai toujours eu envie de voyager. J'étais fort inspiré par les premiers albums de Tintin qui partait avec sa caméra. Je sais que ce n'est pas une référence nécessairement élogieuse en cette période, mais voilà, c'est ce qui m'a donné envie de partir et depuis tout petit j'avais envie de faire ça. Donc j'ai fait l'IEX, école de communication, pendant 1 an à tourner, puis j'ai été sélectionné pour partir à la course autour du monde, qui était une mission où on envoyait des jeunes reporters faire le tour du monde avec une caméra. Et c'est vraiment là que j'ai attrapé le virus, si on peut encore dire ça maintenant, du métier. Puis je suis revenu faire à l'IEX, faire mes études en communication. Et j'avais choisi, je pense que c'était une erreur, de faire plutôt la publicité que le journalisme. Et puis je me suis rendu compte très vite que ça ne me convenait pas, donc je suis revenu vers mes premiers amours du reportage, et puis depuis lors, je n'ai plus arrêté. Voilà. Le sous-titre du documentaire, de votre documentaire, est « Comment les médias racontent le Covid ». Pourquoi vous avez eu envie de raconter la crise sanitaire à travers les médias? C'était quoi votre intention de départ? C'était plutôt une forme de colère, c'est-à-dire que j'étais très fâché sur la manière dont les médias répandaient la peur dans la population, et particulièrement dans ma famille qui était un peu, pas touchée par la maladie heureusement, mais mon père qui est médecin, ma maman est médecin aussi, donc c'est des gens qui normalement ont un certain recul par rapport à la maladie, et là je les ai vus sombrer dans une espèce de, en tout cas surtout mon père, d'inquiétude permanente, d'anxiété, nourrie en fait par le décompte quotidien des morts, et ils avaient l'impression qu'on était parti pour la guerre, quoi. Donc c'est un terme qui a souvent été comparé, et donc j'ai dit mais à quoi ils jouent ces médias, pourquoi ils font ça? En fait, j'ai essayé de décortiquer. Et voilà, ça m'a donné envie de voir pourquoi et comment il racontait cette pandémie et surtout ce qu'il ne disait pas, parce qu'en fait on se rend bien compte que le choix des sujets, ils vont jamais aller chercher une bonne nouvelle, ils vont toujours aller chercher les mauvaises nouvelles. C'est une communication du pire en permanence, quoi. Le documentaire, en fait, je le trouve en tout cas très très bien rythmé, et le montage est conduit par un personnage principal qui est vous. On s'attache très fort à lui, on s'identifie à lui, puisque nous avons tous vécu cette période. Et pourquoi vous mettre autant en jeu En fait, c'est une facilité de montage, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de réflexions qu'il était difficile de mettre sur des images, parce qu'il y a toujours soit un présentateur qui parle, soit un titre à lire, et donc il fallait des moments de pause dans le film où tout d'un coup on réfléchit, et le monteur était très friand de ces plans où je suis dans ma maison, et où je bois une bière, où je regarde la télé, c'est-à-dire qu'il avait besoin de... Voilà, c'est lui qui m'a poussé à en faire plus que je n'aurais souhaité, parce que personnellement je suis pas très heureux de mon enveloppe corporelle, donc je m'en serais bien passé. Mais voilà, c'était, à vrai dire, une facilité de montage. D'accord. Plus qu'une façon de montrer votre engagement Oui, non, mon engagement il était mental, mais c'était pas nécessaire de me voir pour ça. C'est-à-dire qu'une voix off à la première personne aurait suffi. Mais vraiment, il y a des moments où on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Ah, ben, c'est très bien, tu regardes ta télé, tu ouvres le journal, voilà, c'était ça. Vous dites, j'étais voir, il y a une petite note d'intention sur le blog Mediapart, très instructive, et vous dites que l'enquête a été compliquée, avec menant parfois à des impasses ou à des révélations. Oui. Vous pouvez un peu préciser ? C'est-à-dire que d'abord c'était très long parce que j'ai passé beaucoup de nuits à enregistrer tout ce qui passait à la télé, donc il fallait que j'aille sur Ovio le soir ou sur RTL Play, que je réenregistre, que je vois ce qui était intéressant, donc c'était assez fastidieux. Et ça c'est pour la partie, je dirais, plus technique. Pour la partie contenu, en fait il y a beaucoup de choses qui circulent notamment sur Internet, et beaucoup de fantasmes aussi, c'est-à-dire que par exemple j'ai perdu énormément de temps à essayer de voir si c'était vrai que les hôpitaux mettaient tous les patients décédés du Covid avec une étiquette Covid alors qu'ils étaient peut-être morts d'autre chose. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie. Sur Facebook, j'ai demandé des témoignages et tout, et puis ces gens se sont rétractés. J'ai eu des médecins en ligne qui me disaient si, je vous assure, il y a une patiente qui est arrivée à l'hôpital pour un accouchement difficile, on l'a mis sous Covid. Pas seulement des décès, aussi des admissions. Et puis au final... non, rien. En fait, je veux dire, j'ai pas obtenu la preuve vraiment tangible, irréfutable que c'était arrivé. J'étais jusqu'à demander une interview à l'INAMI, donc j'ai eu le directeur général de l'INAMI, l'assurance maladie invalidité, qui est donc
l'organe en Belgique qui rembourse les soins de santé aux hôpitaux. Donc si un patient arrive pour un Covid, est-ce qu'il a une prime ou pas? Est-ce que ce qui justifierait une espèce d'effet d'aubaine pour les hôpitaux de mettre tous les patients sous Covid? Et en fait, ce monsieur m'a dit non, pas du tout, nos inspecteurs n'ont rien constaté de pareil. J'ai quand même trouvé un arrêté, c'est pas secret, un arrêté ministériel, je crois, qui dit que les hôpitaux, les CHU, les 5 CHU de Fédération Wallonie-Bruxelles ont eu droit à une prime Covid parce qu'ils accueillent des patients. Mais ce n'est pas proportionnel, c'est un forfait. Donc ce n'est pas parce que vous prenez beaucoup de patients ou moins de patients que ça va vous faire une prime aux patients Covid. Donc voilà, c'est le genre d'impasse sur lequel je suis arrivé. Et puis j'ai dû aussi faire très attention. J'ai heureusement un fils qui a étudié à l'ULB en relations internationales et qui m'a aidé à débunker énormément d'informations. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fausses infos qui circulent. J'ai beaucoup été sur le site complotiste. C'est pas comme aller sur des sites porno, mais enfin c'est presque coupable. Donc j'ai été voir quels étaient le type d'informations, le type de documents, et il y a des choses tout à fait avérées. Il y a des documents que j'ai trouvés sur des sites réputés complotistes, et puis il y a d'autres qui sont de l'ordre de la manipulation claire. Donc ça veut dire que rien que de checker ça, de savoir de détacher le vrai du faux, c'était compliqué, oui. Lors du tournage de ce documentaire, vous avez rencontré des obstacles, des choses qui vous ont empêché de tourner, empêché de... Non, en fait, je me suis donné comme ligne de conduite d'interviewer d'abord des personnes sensibles, c'est-à-dire qui pourraient ne plus témoigner une fois que peut-être le nom du film aurait été révélé, etc. Donc, dans un premier temps, j'ai rencontré par exemple Yves Copiters, dont je n'ai rien gardé au final pour des raisons que je pourrais expliquer plus tard, mais donc j'ai rencontré ces personnes avant que le titre du film Ceci n'est pas un complot sorte, parce qu'à partir du moment où le titre est sorti, c'était fini. C'est-à-dire que j'avais une interview prévue avec Christophe Berti du soir, et quand il a vu la teneur du propos, voilà. Et je trouve dommage parce que le soir est un de mes principales cibles, je vais dire, dans le documentaire, et je n'ai pas d'interlocuteur pour répondre aux questions que je me posais par rapport à la ligne éditoriale, par rapport aux éditoriaux de Béatrice Delvaux, que j'ai trouvé très engagés, et c'est dommage, voilà. J'imagine que pour la réalisation du documentaire et la production, le montage financier, vous avez fait un crowdfunding, c'est ça? Est-ce que vous avez été voir des chaînes qui vous ont... Alors moi j'ai passé un coup de fil, je pense que c'était au mois de mai, à ma principale interlocutrice à la RTBF qui s'appelle Isabelle Christian et qui est responsable des coproductions documentaires. Et donc on devait être au mois de mai, je lui ai dit Isabelle, on était en train de préparer la coproduction d'un autre film, le suivant que je devrais faire, Bruxelles Sauvage. Et puis je lui ai dit, écoute, je trouve qu'il y a vraiment urgence à parler de ce qui se passe parce que ça ne va pas du tout. Il y a des trucs énormes, je vois le truc arriver. Et elle me dit, écoute Bernard, oui, ok, sauf que si tu veux raconter comment les médias racontent le Covid, ça va être très compliqué pour nous parce que je pense qu'on n'est pas prêt, pour l'instant en tout cas, on n'a pas assez de recul pour faire ce genre de choses. Donc je dirais qu'elle n'a pas suivi et c'est très bien parce que je pense que si la RTBF avait été impliquée, je n'aurais pas pu faire le même film. Il fallait une indépendance. Voilà. Donc, je n'ai pas de regret par rapport à ça. Je n'ai pas été trouver d'autres chaînes pour la même raison. À un moment, je me suis dit, il faut que je garde une indépendance totale, quoi. Bien sûr, donc du coup, pas de censure, pas de pression. D'accord. Votre documentaire parle essentiellement de la narration anxiogène de la crise diffusée par les médias. Il y a quelque chose qui m'a fort choquée et que je ne savais pas, qui est ce moment où vous décortiquez le JT avec cette image derrière le présentateur de ces jeunes, de ces figurants, ces images qui ont été achetées sur le net pour augmenter l'anxiété. Il y a aussi tout ce qui tourne autour des fake news, la gamine de 3 ans morte du Covid, en Allemagne, la recrudescence de l'épidémie alors que c'était faux. Enfin, toutes ces choses-là que vous analysez dans le documentaire. Est-ce que vous pensez que c'est le gouvernement qui a entraîné les médias dans cette dramatisation ou l'inverse? Je pense que c'est les deux. C'est un effet je dirais, je sais plus comment on dit ça, une espèce de cercle vicieux dans lequel ils sont tombés, je pense. Serpent qui se mord la queue. Voilà, un serpent qui se mord la queue, l'un entraînant l'autre. Je pense que mon sentiment à la base, c'était que en fait, la communication anxiogène était générée par Cienzano, c'est-à-dire l'organisme d'Institut de santé publique. Et donc j'ai beaucoup creusé cette piste-là pour voir si c'est pas eux qui en fait communiquaient les chiffres de telle manière à ce qu'ils soient anxiogènes. Et puis c'est une des impasses dans lesquelles je suis pas. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à prouver qu'ils le faisaient exprès, etc. Et donc après,
fur et à mesure de mes interviews, je me suis rendu compte qu'effectivement, les médias ont tendance, ne fût-ce que pour faire de l'audience, à un peu dramatiser, mais ça n'explique pas tout, parce que je pense qu'à un moment, ils auraient pu relativiser, notamment en été, quand les chiffres étaient bons, et ils ont quand même continué à annoncer des contaminations, en les présentant comme des contaminations, alors que ce ne sont que des tests positifs. Et donc, ce langage choisi-là, pourquoi est-ce qu'on continue à parler de nouveaux cas, alors que ce ne sont pas des nouveaux cas, on le sait, ils l'ont dit. Ce qui est très étrange, c'est que parfois, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à quelque chose de bicéphale, enfin, je veux dire, c'est pas monolithique. C'est-à-dire que vous avez parfois des infos qui sortent où vous dites, waouh, c'est chouette, ils reconnaissent enfin que les tests positifs, ça ne veut pas dire que vous êtes contagieux ou même que vous êtes malade. Et puis, au JT suivant, on continue quand même à mentionner le nombre de cas et de contaminations. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être au sein même des rédactions ou au sein de la RTBF, je ne sais pas comment ils fonctionnent, un double discours, des gens qui veulent relativiser, d'autres qui veulent... Je ne sais pas. En tout cas, le gouvernement est entraîné parce que plus les médias parlent de ça, plus le gouvernement doit réagir à ça. C'est-à-dire que plus on dit il y a le nombre de cas remonte en flèche, le gouvernement est obligé de prendre des mesures, y compris des mesures délirantes. Enfin, je pense qu'on est d'accord que certaines l'ont été. Et à l'inverse, le gouvernement, pour justifier sa position, a besoin des médias pour le soutenir. Donc c'est une espèce de drôle d'engrenage. Et c'est comme s'ils étaient aussi... ils sont tellement lancés dans cette course-là qu'ils ne savent plus s'arrêter. Voilà, c'est une espèce de paquebot qui a été lancé en mars-avril et qui, depuis lors, je pense, n'a pas pu rectifier sa trajectoire ou très difficilement. Et donc les citoyens... trinquent. Morflent. Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, il y a des secteurs entiers qui morflent beaucoup. Et je pense que ce dont les journalistes ne se rendent pas compte, c'est qu'on a dans nos métiers une vie plutôt variée, palpitante. On rencontre des gens, on fait des chouettes boulots. Moi, je n'ai jamais arrêté de toute cette pandémie, puisque d'abord, j'avais ma carte de presse qui me permettait de continuer. Mais je pense qu'il devrait se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dont la vie est assez monotone et n'est rythmée que par des petits événements de la vie. Donc c'est un mariage, c'est aller au stade de foot, c'est la préparation du carnaval pour tout ce qui est bâche ou Eupen. Donc il y a plein de gens dont la vie, en fait, il y a des milestones comme ça dans leur existence. Et on a retiré tout ça. On ne peut plus se réjouir pour un mariage, pour une fête, voilà. Et je trouve que là, ils sont coupables d'une dépression générale de la population. Moi, je la vois comme ça maintenant. Je pense qu'on va droit vers... peut-être pas un suicide collectif, mais en tout cas, on a enlevé tellement du plaisir de vivre que c'en est dramatique. On parlait de ce paquebot lancé depuis le mois d'avril, tous ces mois d'anxiété collective que nous vivons et qui ne peut pas s'arrêter. Est-ce que vous... Donc, dans le documentaire, vous soulevez la question de savoir si tout ça ne cache pas une crise plus systémique économique. Voilà, c'est le genre de choses qui circulent beaucoup sur le net, hein, donc, mais très vite on bascule dans le complot parce que ça veut dire qu'en fait ce virus aurait été même fabriqué pour arriver à ça. Donc moi je ne vais pas jusque là, je dis simplement que je pense qu'il y a une utilisation de cette crise comme une espèce d'écran de fumée ou d'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que derrière depuis des années des économistes prédisent la fin d'un système, même carrément la fin du système capitaliste tel que nous on l'a connu, la fin de la monnaie, etc. Et donc je pense que le virus va avoir bon dos pour beaucoup de gouvernements de dire « Ah, mais c'est à cause du virus qu'on a dû confiner, que l'économie s'est cassée la figure », sans oser dire qu'en fait, le système était à bout de souffle et qu'il allait de toute façon collapser. Donc, voilà, ça c'est une des choses. Alors, on peut aller encore plus loin que ça, de dire qu'en fait, depuis des années, il y a un nouvel ordre mondial qui essaye de se mettre en place. Moi, je ne vais pas là-dedans, d'abord parce que j'ai aucun élément probant pouvant démontrer qu'il y a ça. Et c'est là, en fait, la frontière où je me suis dit, bon, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les médias racontent cette crise. Et justement, cette crise systémique, ils en parlent très, très peu, alors que c'est probablement ce qui va nous arriver. Et je pense qu'on prépare la population à une certaine forme de docilité. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne peut plus manifester. C'est-à-dire que sous couvert de nous protéger d'un virus avec un masque, vous prenez 250 € d'amende quand vous vous réunissez. Et ça, pour moi, c'est la preuve que les autorités essaient d'éviter les rassemblements, les échanges. On voit bien qu'ils ont fermé tous les endroits, comme je dis dans le film, où on refait le monde. Où est-ce qu'on refait le monde ? C'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est dans les cafés, c'est aussi dans les cantines des usines, c'est aussi dans les campus, sur les campus universitaires, c'est aussi à la sortie d'un théâtre quand on va boire un verre. Donc tous ces lieux, même la brave mamie qui va chez sa coiffeuse, elle échange des choses. Et tout ça, on a cassé. Et donc je pense que pour moi, il y a une intention derrière d'éviter que les gens se parlent trop, que ça dégénère. Je ne sais pas.
Je voudrais revenir sur un point aussi que j'ai trouvé très intéressant dans le documentaire. C'est l'historienne Anne Morelli qui est interviewée sur la propagande, en fait, sur la notion de propagande. Cette propagande assénée par le gouvernement qu'on subit, cette répétition incessante, anxiogène que la population subit, elle la compare à la propagande en temps de guerre, où on ne tolère pas de voix dissidentes. Est-ce que c'est ça être complotiste aujourd'hui, être une voix dissidente? En tout cas, c'est effectivement l'insulte facile qui est brandie à toute parole dissidente. Donc, alors je pense qu'il faut faire attention parce qu'Anne Morelli est historienne et donc elle parlait, son livre a été écrit pendant la guerre en tout cas mis à jour pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, donc où les faits étaient quand même beaucoup plus graves que ce qui nous arrive, quoique sur le long terme peut-être pas, mais je trouve elle est très juste quand elle voit la façon dont on fabrique une opinion publique en héroïsant certaines personnes, en ne donnant pas la parole, en organisant de faux débats. Par exemple, ça c'est assez typique de la télévision, c'est qu'on fait semblant d'organiser des débats contradictoires, mais en fait on invite des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Mais on ne va jamais aller chercher des gens qui sont fondamentalement opposés. Sur la question vaccinale par exemple, on n'entend pas du tout les gens qui sont pour la liberté vaccinale. On invite des gens pour parler de l'adhésion de la population, comment faire pour adhérer à la vaccination. Et donc vous avez des gens qui disent on pourrait faire comme ceci et d'autres qui disent on pourrait faire cela. Mais le principe même de la vaccination n'est même pas questionné. À votre avis, quel rôle jouent les experts qui conseillent le gouvernement dans cette dramatisation excessive de cette crise? Bon, alors déjà de nouveau, puisque mon point de vue c'est celui des médias, ma question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'ils leur donnent autant d'importance, les médias. C'est-à-dire que c'est une façon de se dédouaner en disant c'est pas nous qui le disons, c'est pas nous journalistes, c'est pas nous le gouvernement, c'est les experts. Et donc ils prennent une importance démesurée dans le débat. D'autant plus que, pour certains en tout cas, il y a des conflits d'intérêts, c'est avéré pour Mark Van Rant et d'autres, mais surtout, ces gens n'ont jamais été élus, c'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils se sont imposés ou parce qu'ils sont soi-disant spécialistes. Mark Van Rant n'a jamais vu un malade du Covid de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est un malade. Donc Pierre-François Laterre, que je connais, qui est aux soins intensifs de Saint-Luc, qui lui voit des gens mourir de cette maladie, qui voit très bien le profil des patients, qui voit très bien comment le virus est arrivé, me dit mais comment se fait-il que ce sont des gens qui n'ont jamais vu de malade? Je pense que c'est la même chose pour Emmanuel André et Marius Gilbert. Donc parmi les 3 experts les plus médiatisés, en tout cas dans la partie francophone du pays, ces gens ne savent pas ce que c'est que mourir du Covid. Et donc je trouve qu'en tout cas, ça a manqué de pluralisme. Ils ont essayé d'en ajouter un petit peu par la suite, mais les médecins sont quand même les gros absents de ce casting, je vais dire. Donc voilà, moi je me pose des questions sur l'importance qu'a pris la parole des experts dans un débat qui devrait être pluraliste. On devrait interroger beaucoup plus de pédagogues, beaucoup plus de sociologues. Et voilà, et ça reste confiné dans les mains de quelques-uns. Le fait que ce soit exclusivement ces experts qui conseillent le gouvernement ne représente pas le fait que... Ça ne révèle pas le fait que ces intérêts privés sont à la barre des décisions gouvernementales. En fait, je pense que le partenariat public-privé, qui est très très à la mode depuis quelques années, a ceci moi ça me dérange personnellement, c'est-à-dire que quand on dit que... quand on mélange les genres, pour moi c'est très compliqué parce qu'effectivement les firmes pharmaceutiques vont avoir tendance, si elles ont un expert qui travaille pour elles, à ce que cet expert influence le gouvernement dans le sens de leurs priorités. Donc ça veut dire que, on le voit bien pour la vaccination, on a beaucoup entendu parler de vaccins et très peu d'alternatives. Et donc on peut évidemment se demander pourquoi Mark Van Rant, s'il était totalement... impartial, ne conseillerait pas aussi au gouvernement à s'intéresser à la colchicine, qui est le dernier médicament qui pourrait être positionné. Je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, on sent bien que la voie est toute tracée depuis le tout début de l'épidémie. En janvier, l'OMS déclarait déjà, l'épidémie venait de commencer, qu'on n'en sortirait pas sans une vaccination de masse. Donc on sent bien que ça a été la voie privilégiée dès le départ. Et c'est parce que l'OMS est terriblement phagocytée par les laboratoires pharmaceutiques, et ça tout le monde le sait. Donc on ne se pose même plus la question. Alors on me rétorque que
en Belgique, le pays étant petit, c'est difficile d'avoir des gens qui ne travaillent pas aussi pour les films pharmaceutiques parce que c'est elles qui financent leurs recherches. Alors à ça, on m'a déjà répondu que d'abord, ce n'était pas obligatoirement des experts belges qu'on pouvait prendre parce que l'Europe est grande et on pourrait très bien demander à un expert français ou allemand ou danois de venir conseiller notre gouvernement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, si les conflits d'intérêts sont déclarés et qu'on sait très bien que monsieur professeur Goldman, par exemple, que je cite dans mon documentaire, professeur Goldman est systématiquement interviewé par les médias comme étant professeur d'immunologie, sans qu'on dise jamais qu'il est aussi impliqué dans le conseil d'administration de la fondation AstraZeneca. Ça, je trouve que c'est une faute grave de la part d'un journaliste, de ne pas le signaler au moins une fois. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que les médias continuent à relayer cette information comme si elle était tout à fait neutre, et quand on voit, voilà, ils font leur chou gras de la moindre déclaration de Mark Van Rals ou de Van den Broek. Je veux dire, en gros, aux commandes de cette crise, on a un ministre qui a déjà été accusé, plus qu'accusé d'ailleurs, de corruption lors de l'affaire Augusta, et on a monsieur Van Rals qui n'est pas tout blanc non plus. Donc, et après, on nous demande d'adhérer à leurs décisions. Pour qu'on adhère, il faut aussi de la confiance, et pour moi, la confiance est rompue. Tout à fait. Mais justement, en revenant à cette curiosité journalistique dont vous parlez aussi dans le documentaire, qui a été mise au placard le temps de la crise. Vous pouvez nous en dire Donc, c'est lié un petit peu justement au fait qu'Alexandre Pénas, par exemple, a posé la mauvaise question lors de la conférence de presse et n'a pas du tout été relayé par les autres médias, et que les médias ne se posent pas les bonnes questions. Oui, alors, je n'ai pas de réponse, et d'ailleurs, ça va probablement faire l'objet d'un petit scandale dans les prochains jours, puisque les journalistes ont très mal pris mon documentaire en se sentant attaqués personnellement, et je peux comprendre. D'abord, il y a des phrases dans le film qui relativisent leurs responsabilités, mais ils ne l'ont pas entendu. Je pense que d'abord, il y a eu des débats, donc on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ils sont venus tardivement, c'est-à-dire que pendant 2 mois, effectivement, comme dit Anna Morelli, c'était carrément on était en guerre, donc il était hors de question de donner des signaux divergents. À votre avis, pourquoi les journalistes, à l'heure actuelle, sont inhibés par cette espèce d'ambiance anxiogène et ne posent plus les bonnes questions? Alors, je ne suis pas dans les rédactions et honnêtement, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Je pense qu'il y a une ligne éditoriale. En tout cas, c'est très clair pour Le Soir, c'est très clair pour l'RTBF. C'était d'aller dans le sens du gouvernement. Et je vois mal un journaliste dire au comité de rédaction, écoutez, moi je trouve qu'on va trop dans le sens du gouvernement, on va faire un truc. Alors ça a été fait sur des mesures périphériques, c'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement sur sa gestion des tests ou des masques, ce genre de choses. Mais sur le fond du problème, c'est-à-dire que par exemple, le confinement, il y a très très peu de journalistes qui se sont autorisés à questionner le principe même du confinement, alors que même l'OMS ne le recommandait pas au départ. Elle a changé son fusil d'épaule entre-temps, enfin il y a eu des couacs au niveau de la com de l'OMS, mais toujours est-il que on a au contraire encouragé les Belges à suivre ce confinement à la lettre, à respecter les mesures, etc. Et c'est une communication qui, je trouve, n'est pas de la responsabilité des journalistes. Ce n'est pas leur boulot de faire adhérer la population à des mesures gouvernementales. Ils ne sont pas là pour ça. Ça devrait être un quatrième pouvoir ou un contre-pouvoir quand le gouvernement prend des décisions qui ne sont peut-être pas les bonnes, quoi. Et donc j'étais très interpellé par ça, et je le suis toujours, parce que je pense que ça continue, qu'il y a une vraie difficulté pour les journalistes à poser les bonnes questions, celles qui dérangent. Il y a une définition du journalisme que j'aime beaucoup, qui est de George Orwell, qui est un journaliste, c'est quelqu'un qui pose les questions que d'autres souhaiteraient qu'on ne pose pas. Tout le reste, c'est de la relation publique. Et je trouve que la RTBF, en tout cas, et peut-être Le Soir dans certains de ses articles, a fait de la relation publique plutôt que du journalisme. On pourrait peut-être dire un petit mot sur à quel point les chiffres, parce que vous en parlez aussi dans le documentaire, à quel point les chiffres ont été biaisés. On aurait mal compté les morts ? Alors, c'est une question difficile, parce que, par exemple, quand je dis oui, mais dans les maisons de repos, par exemple, le 20 avril, il n'y avait que 4% des personnes décédées dont on était à peu près sûr qu'elles étaient mortes du Covid. Ça fait quand même 96% de personnes où ce sont des cas possibles. À ça, on me rétorque, oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de test. Okay, donc ça veut dire que quand on hésite, on met d'office sous Covid. C'est-à-dire que ça n'a pas été tempéré, ça n'a pas été, je ne sais plus quel est le terme technique, pour dire que, en tout cas, on n'a pas relativisé, et donc
ce qui fait que la Belgique est championne du monde du nombre de décès par rapport au nombre d'habitants, c'est qu'on a compté large. Et on a l'impression qu'on avait une espèce de jouissance à s'autoflageller en disant regardez, on a le plus de morts. J'ai pas compris, mais c'est assez typique belge ça, d'en remettre sur nos défauts. On l'a vu aussi lors de la crise de la dioxine. Il y a des pays où on aurait plus ou moins étouffé l'affaire. En Belgique, on a l'impression qu'on est fier de montrer qu'on n'est pas bon. Parce qu'on n'est pas bon. On est à 20 000 morts et on a l'impression que le gouvernement est fier de dire qu'il a mal géré la crise. Là, je comprends pas. Je sais que c'est une question difficile, mais peut-être avez-vous une réponse. Comment expliquez-vous qu'on ne soit toujours pas sorti de cette folie Covid ? Parce que je pense qu'on se base sur des chiffres qui ne veulent rien dire, qui ne sont plus les chiffres d'une épidémie, mais une épidémie de tests, tout simplement. Donc là, il n'y a presque plus personne dans les hôpitaux. Si j'ai bien, je vous avoue que j'ai un peu coupé tout, ma télé ces dernières semaines, parce que j'en pouvais plus. Donc j'écoute plus vraiment ce qui se passe en ce moment, mais d'après ce que j'ai entendu dire, il n'y a plus grand monde dans les hôpitaux. Donc pour le moment, on continue à maintenir des mesures qui sont délétères pour l'économie et la culture et le sport, sur base de chiffres qui sont pas des nouvelles contaminations, qui sont juste des tests positifs. Or, si on avait, par exemple, en 2015, il y a une grosse grippe qui a fait 6000 décès supplémentaires, donc on avait une surmortalité énorme. Si on avait décidé en 2015 de tester toute la population, les écoles, on aurait fermé les écoles, parce que tout le monde avait le virus de la grippe qui se baladait. On ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait en 2020 ? Donc ça, c'est une question que j'ai posée à Ivan Latem, et il a un petit peu dévié en disant oui, mais c'est parce qu'on n'avait pas le bon vaccin qu'il y a eu tant de morts. Mais je ne lui demandais pas pourquoi il y avait beaucoup de morts, je lui demandais pourquoi on n'avait pas testé toute la population. Et donc là, il y a quelque chose de très nouveau qui est de dire on va tester même les asymptomatiques. Je pense que dans l'histoire de la médecine, je ne suis pas spécialiste, on n'a jamais fait ça, en tout cas pas à cette échelle. Et donc ça entretient un climat anxiogène en disant vous vous rendez compte, il y a de nouveau 7000 nouveaux cas positifs. Voilà. Pour peut-être obtenir une certaine docilité de la population à un moment. Je pense que pour le moment, on est encore, je crois, dans l'acceptation de la vaccination, et que donc il faut continuer à ce que les gens se rendent compte que la maladie est grave, qu'elle fait des morts, que voilà, que je ne nie pas du tout. Je veux dire, c'est pas ça la question. Je pense que juste en santé publique, à un moment, les chiffres doivent rester des chiffres et pas des émotions. Et donc voilà, on joue sur l'émotion, on joue sur un enfant qui est décédé, on joue sur votre grand-mère que vous allez contaminer, sur des choses émotionnelles pour faire passer des mesures qui, à mon sens, au moment où on parle là, sont surtout destinées à faire adhérer la population à la vaccination. Comment vous pensez que la presse va réagir à votre documentaire ? Alors, honnêtement, j'étais un peu naïf de croire que la presse allait se remettre en question, et je pense que là, d'après les échos que j'ai aujourd'hui, ça va être des attaques à boulet rouge sur le film, et qui n'est pas irréprochable. Donc je commets des erreurs. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais jamais 10 sur 10, c'était 9, 8, mais jamais 10. Donc c'est vrai qu'il y a des erreurs dans le film. La différence d'abord, c'est que je suis tout à fait prêt à les reconnaître et à en débattre, ce qui est peut-être moins le cas dans certaines instances. Et d'autre part, moi, ce que j'espère, c'est un débat, c'est-à-dire que dans les rédactions ou même au niveau du public, on se pose les bonnes questions pour remettre un peu plus de démocratie et de pluralisme. Ce qui m'a vraiment interpellé, c'est qu'on invite tout le temps les mêmes personnes qui répètent les mêmes choses, et il y a des gens qu'on n'invite pas ou qu'on ne voit plus du tout. Il y a des gens qui ont dû réclamer la parole avec des cartes blanches, etc., pour pouvoir être invités. On les entend de nouveau plus, sur certaines chaînes un peu plus que d'autres. Et donc voilà, moi j'avais espéré que mon film soit bien accueilli, c'était très, très naïf de ma part, parce que c'est vrai que les journalistes se sentent attaqués sur ce qu'ils ont fait. Or, je pense qu'un certain nombre de journalistes ont bien fait leur travail, mais je pense qu'il y a eu globalement, et à nouveau, moi je me focus surtout sur les JT et les gros titres. Pourquoi ? Parce que c'est ce que les gens partagent. C'est un clic, t'as vu, il y a encore 12 000 cas positifs, etc. Les gens ne regardent pas les émissions de débat tard le soir ou tôt le matin. Alors on me dit oui, on a fait des CQFD, on a fait des à votre avis, et où les gens ont pu s'exprimer, mais quand on voit la nature des invités, la nature des questions, voilà, le débat était très orienté. On avait l'impression que c'était plutôt à mon avis qu'à votre avis, quoi. Est-ce que vous avez eu une volonté d'engagement militant à faire ce documentaire ? Alors mon engagement, il était d'abord personnel, c'est-à-dire que je voulais convaincre mon papa que c'était pas si grave que ça. Okay ? À partir de là, avec ce que j'ai découvert, c'est que d'abord j'ai rencontré énormément de gens qui étaient du même avec moi, donc je me suis dit là il y a quand même quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait comme moi. Et là, les retours que j'ai sur le film, c'est
astronomique, c'est-à-dire que 95% des gens qui l'ont vu, donc on est à plus de 400 000 vues, me disent mais c'est exactement ce que je pense depuis des mois et que j'ose pas le dire parce que je suis dans un système, parce qu'on veut pas me croire, etc. Et donc oui, c'est devenu un film militant par la force des choses parce que je me suis rendu compte, en allant par exemple aux manifestations anti-masques, qu'une grande partie de la population n'adhérait plus au discours officiel et que donc il fallait proposer une autre vision des choses. Alors j'ai pas été jusqu'au militantisme qui consiste à dire, moi il y a des gens qui me trouvent courageux, moi je me trouve plutôt lâche, parce que quand vous êtes derrière une caméra, c'est une forme de lâcheté aussi, c'est-à-dire que vous balancez des choses, mais vous n'êtes pas dans la rue à gueuler sans votre masque. Je veux dire, je connais des gens beaucoup plus courageux que moi qui refusent de mettre le masque, qui prennent les transports en commun, qui se font insulter. Donc voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que je pense que ça clive et ça cristallise encore plus le débat sur des choses un peu négatives, mais... en tout cas, on a un énorme déficit de démocratie et je pense qu'il faut vraiment remettre des débats pluralistes, c'est-à-dire avec des gens qui s'expriment dans tous les domaines, des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, des gens qui ne sont pas pour la vaccination, qu'on n'entend pas du tout parce qu'ils sont vraiment boycottés par les médias. Donc voilà, oui, c'est clairement un film militant et je pense que c'est aussi ce que les journalistes de la RTBF n'ont pas compris, c'est parce qu'ils font du reportage ou de l'investigation et ils ne savent pas ce que c'est un documentaire. Un documentaire, c'est un point de vue, donc c'est quelqu'un... Donc la meilleure définition que je trouve du documentaire, c'est le cinéma du réel. Donc il y a une partie cinématographique, donc je me mets en scène, j'ai un scénario, j'ai un parti pris, j'ai un point de vue, mais c'est le cinéma du réel, donc il faut raconter le réel. Sauf que le réel ici nous a été caché. Enfin, je pense, pendant des semaines. Et donc, moi, c'est devenu presque un documentaire d'investigation parce qu'il fallait d'abord aller chercher le réel là où il y était. Donc, c'est devenu un exercice un peu compliqué, hybride. Et c'est vrai que dans les médias, on n'aime pas les formes un peu hybrides. Pourtant, le transgenre et l'hybride est à la mode. Mais dans le documentaire, les gens n'aiment pas. C'est un reproche qui m'a déjà été fait par plusieurs journalistes. Enfin, oui, mais c'est trop facile, tu te réfugies derrière ton point de vue de réalisateur de documentaire pour aller faire de l'investigation, tu mélanges tous les gens, etc. Donc voilà. Mais je ne suis pas mécontent de mélanger les gens parce que je pense que comme pour la santé, il faut mélanger les points de vue, il faut être pluraliste, il faut aller voir des sociologues, il faut aller voir toutes sortes de professions pour gérer cette crise et plus s'en référer uniquement aux virologues. Et surtout plus rester dans la peur. Voilà. Merci. Merci beaucoup.